J'espère que c'est la bonne. La parole est à vous, Monsieur Collomb. Merci beaucoup d'être parmi nous. Tel qu'on avait discuté ensemble par mail, du coup, on veut bien avoir votre avis sur l'argumentaire et surtout les arguments historiques que nous pouvons utiliser dans nos quotidiens pour militer. Si vous voulez bien nous expliquer, déjà vous présenter, je pense que beaucoup de monde vous connaît, mais pourquoi est-ce que vous militez? Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de militer? Et qu'est-ce qu'on peut dire en fait quand on va dans nos entourages professionnels et personnels comme argument essentiellement historique pour convaincre les gens de militer avec nous et pressuriser le gouvernement afin qu'il daigne prendre des décisions géopolitiques claires et cesser ce génocide. Oui. Je vais prendre les questions que vous avez posées une par une parce que je pense Bien qu'elles sûr. sont toutes importantes. Je pense que ce que vous avez fait là, cette mission à Gaza et l'activité que vous faites ce soir, et j'imagine ces prolongements, je suppose que c'est un point de départ et pas du tout une conclusion. Je crois que c'est très important parce que le système médiatique et politique veut bloquer les citoyens dans un rôle passif, veut imposer l'idée qu'ils sont impuissants face à la situation, qu'ils ne peuvent rien changer. Et donc, je crois que c'est justement très important de montrer au contraire que les citoyens peuvent tout changer, à condition d'être bien informés, de se former et de s'organiser pour convaincre. On est dans un système où la télé, par définition, c'est quelque chose qui vous bloque dans la passivité. Vous ne pouvez pas discuter avec le présentateur, avec les invités, avec les experts qui sont invités, presque toujours du même bord, et il n'y a pas moyen donc de contester, de débattre. Sur Internet, ça a été mieux il y a quelques années, mais on doit bien constater qu'Internet est extrêmement cloisonné et que sur les réseaux, on retrouve des gens avec qui, en général, on est plus ou moins de la même opinion, du même sentiment. Et si ce n'est pas le cas, ça tourne très vite à l'affrontement et aux exclusives et on se quitte. Et donc, je crois qu'il y a un énorme travail à faire, justement. En fait, la télé et les médias écrits sur lesquels elle se base présentent au public une version complètement faussée des événements de Gaza. Et c'est là que nous avons justement un rôle très important à jouer, c'est d'apporter aux citoyens, pas informés, mais désinformés ou non informés, de leur apporter la véritable information et de réfléchir ensemble sur pourquoi on leur a raconté des fake news, en fait. Et donc, je crois que c'est très important de se former, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser les différents aspects de la question Israël-Palestine et être capable, dans un langage très simple, très concret, de pouvoir répondre aux questions des gens et de pouvoir démonter la version mainstream, la version des médias dominants. Ça demande pas d'avoir des connaissances, des bibliothèques entières, etc. Je pense que on peut le faire avec une petite formation, ça oui, c'est nécessaire, pour être capable de répondre aux gens sur, d'une part, l'histoire, c'est-à-dire comment le conflit a commencé, à quoi il est dû, et d'autre part, sur les faits récents, actuels, parce que on a évidemment provoqué un choc dans le public avec le 7 octobre, ou plutôt avec le récit sur le 7 octobre, qui est entièrement faussé. Et donc là, je crois que vraiment, il y a besoin de se former. Donc c'est pour ça que depuis presque un an bientôt, avec le collectif Test Média d'investigation, on a décidé de faire un même travail qu'on avait fait sur la guerre en Ukraine, d'analyse des images et de la manipulation des images. Et donc, on l'a fait dans un livre, je ne sais pas si vous pouvez le voir, 7 octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde, et c'est un test média, c'est-à-dire qu'on analyse toujours les images qui ont été montrées et les images qui n'ont pas été montrées, et on essaye que d'une part, les gens accèdent à la véritable information et d'autre part, comprennent pourquoi il y a eu cette manipulation. Et là, je crois que c'est très important que chacun autour de soi se forme et soit capable de convaincre autour de soi. Et donc, en conclusion de ce livre, l'équipe Investigation et le collectif Test Média qui l'a organisé est en train de préparer une campagne qui va s'appeler, je pense, Opération Gaza Vérité, pour justement informer les gens et contrer les médias mensonges, contrer les fake news.
Alors, une partie de l'information qu'il faut faire, c'est ce que vous avez fait avec cette soirée-là et les témoignages bouleversants que je viens d'entendre. Ça, il faut absolument que ce soit apporté au public. Mais je dirais, il y a un problème, c'est-à-dire qu'une grande partie du public français, belge, suisse, etc., il est au courant que ce qu'Israël fait là-bas est monstrueux. Et deux problèmes qui empêchent que ça aille plus loin. Un problème, c'est que les gens se sentent impuissants à changer les choses et le rapport de force. Et ça, c'est un sentiment d'impuissance qu'il faut contrer. Et un deuxième problème, c'est que la manière de présenter le 7 octobre a consisté à raconter des récits épouvantables sur les 40 bébés décapités dans un kibbutz, sur les femmes violées systématiquement comme armes de guerre du Hamas, etc. Et ces choses-là sont des instruments de diabolisation qui font que le public maintenant est en train de dire, mais c'est les médias qui lui soufflent ça dans l'oreille, oui, c'est horrible ce qu'Israël fait, mais ils sont en train de se venger du 7 octobre qui a quand même été un acte terroriste et toutes ces horreurs, bébés décapités, femmes violées, etc. Israël exagère, mais c'est compréhensible qu'ils veuillent se venger. Et là, c'est complètement un piège parce que ce que nous montrons dans le livre, c'est d'une part que on a construit, comme à chaque guerre en réalité, une propagande de guerre pour semer la haine et présenter les adversaires, les gens qu'on frappe, comme des monstres. Et donc, on a diabolisé pas seulement le Hamas, mais l'ensemble des Palestiniens en disant de toute façon, ils soutiennent le Hamas, c'est la même chose. C'est la diabolisation qui a commencé depuis longtemps des Arabes et des musulmans, assimilés au terrorisme. Et donc, le fait qu'on a dit le 7 octobre, c'est du terrorisme, ça, c'est le problème qui empêche maintenant les gens de se mobiliser pour que ça s'arrête. Et donc, dans le livre, nous montrons, que l'histoire des bébés décapités, c'est totalement faux, ça n'a absolument pas eu lieu, et que si les journalistes avaient fait leur travail, avaient vérifié les sources, avaient vérifié, mais est-ce que c'est possible que dans un kibbutz de 700 personnes, vous avez 40 bébés en même temps et que 40 bébés sont décapités? Non, c'est évidemment mathématiquement impossible. Le récit ne reposait sur absolument rien, il n'y avait pas aucune preuve, aucun élément. Il était contredit déjà assez rapidement par d'autres sources israéliennes dans les médias. Sur les viols, nous avons fait la même analyse. Nous avons examiné tous les témoignages, il y en avait 18 ou 19, qui étaient tous des témoignages d'hommes, mais complètement indirects, qui racontaient des choses, mais il y avait plusieurs versions qui se contredisaient quand deux personnes parlaient de la même chose et racontaient une histoire différente. Et en Israël même, dans les médias, on a publié le fait que voilà, toute cette histoire de viol était inventée, n'était pas fiable et qu'il valait mieux ne plus en parler. Mais en Europe, on ne peut pas en parler. Et donc, nous avons analysé aussi la question de la prise d'otages, la question de faire des prisonniers, qui est, on fausse le problème. On dit, tiens, d'abord, Macron et les médias ont dit, voilà, le but était de massacrer le maximum de civils sur place. Et pourquoi? Par antisémitisme, par haine, on ne comprend pas, etc. En réalité, le 7 octobre est une opération militaire qui a visé comme premier objectif de détruire, enfin, symboliquement, de neutraliser les bases militaires qui encerclent Gaza, qui agressent Gaza. Et ça n'a pas commencé maintenant, c'est depuis des années. Ils ont tué déjà énormément de femmes et d'enfants dans des conditions épouvantables. Et donc, ils ont réussi à frapper des bases militaires qui sont, je le rappelle, une cible légitime. Des soldats, des militaires sont une cible légitime. Tout ça, ce sont des territoires qui ont été volés. Tous les gens qui sont à Gaza ont été chassés de ces territoires où ça s'est passé. Et donc, une armée d'occupation, une armée coloniale. En plus, il y a le jugement récent de la Cour internationale de la justice. C'est Israël qui est l'agresseur depuis le départ. Et donc, se battre contre les bases militaires et des soldats est tout à fait légitime et légal en droit international. Et le deuxième objectif était de faire beaucoup d'otages et pas du tout de les tuer, mais au contraire les emmener à Gaza. Pourquoi? Pour les échanger. C'est-à-dire qu'il s'agissait de les échanger contre les otages qu'Israël détient dans ses prisons. Il y avait à ce moment-là quelque chose comme 8000 prisonniers, des hommes, mais aussi des femmes et des enfants, énormément de tortures, énormément de viols, et ça c'est tout à fait documenté par l'ONU, par toutes les associations internationales, et ça c'est la chose qu'on veut cacher au public. Et donc, on peut dire en droit international, prendre des otages civils, c'est pas légal. Oui, ok, mais le monde occidental, la France de Macron, etc., la Belgique, la Suisse, n'ont pas bougé le petit doigt
pendant qu'on emprisonnait arbitrairement, sans aucun jugement ni rien du tout, des milliers de Palestiniens. Il y a un homme sur 4 en Palestine qui est passé par la case prison. Il y a des enfants qui y sont torturés. Donc tout ça, c'est bien avant le 7 octobre. Et donc c'est ça qui est caché dans la couverture du 7 octobre, qui a été présenté comme étant un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Tout se passait bien avant. Et voilà. Donc, c'est ça le travail que nous avons fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce travail-là ne sera utile que si chacun de ceux qui nous écoutent maintenant s'en empare et continue le travail. C'est-à-dire que le rapport de force dans l'information et dans la lutte contre la désinformation, il ne peut pas être échangé et il ne peut pas être changé par un écrivain ou un journaliste ou une personnalité célèbre. Parce que d'abord, on est censuré dans les médias, comme vous le savez, ça ne va jamais passer à la télé. Et deuxièmement, nous avons besoin, pour convaincre les gens, des centaines, des milliers de ce que j'appellerais des nouveaux activistes de l'information se mobilisent. Et donc, c'est ça le sens de l'opération qu'on va lancer. J'en discute demain avec mon équipe, c'est la rentrée. Et donc, on voudrait appeler à participer à cette opération Gaza Vérité, à savoir qu'on aimerait bien avoir une centaine de gens qui commencent, et puis plus après, et qui décident, voilà, moi je vais parler à 10 personnes, et je vais noter mes expériences positives, négatives, je vais les échanger avec des groupes dans mon entourage ou avec Investigation, on va faire des formations, des échanges en Zoom, pour réfléchir ensemble, qu'est-ce qui est efficace quand on veut convaincre les gens, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce que nous avons tous l'expérience des discussions que nous avons menées avec des gens qui soit sont très convaincus pour Israël, soit ne sont pas très convaincus, mais pensent aussi que les Palestiniens, quelque part, c'est quand même les terroristes et qu'ils ont des torts aussi et des choses comme ça. Et donc, on voudrait qu'il y ait vraiment un grand nombre d'activistes de la véritable information qui se mobilisent pour changer l'opinion. Et je pense donc, voilà, les livres que nous avons publiés, et mon ami Daniel est là au stand des livres d'investigation pour vous les présenter. Je pense que ce sont des instruments justement pour un argumentaire. On a fait un petit bouquin qui donne la parole aux dirigeants sionistes, les fondateurs, les dirigeants, les stratèges, etc., depuis toujours et encore récemment. Et dans leur propre déclaration, on voit que tout ce qui est fait à Gaza maintenant, c'est le programme qui est fixé depuis le début. Il est très très important d'être capable de montrer que c'est pas un excès parce qu'ils se sont mis en colère à cause de ce qui a été fait le 7 octobre, c'est le programme de violence pour chasser les Palestiniens qui est prévu par Herzl, par Ben Gurion, par tous les présidents et premiers ministres israéliens, par l'armée et bien entendu par Netanyahou. C'est un programme préparé d'avance depuis longtemps et ils saisissent l'opportunité de le réaliser. Donc ça, c'est un point très important. Comme je l'ai dit, la discussion sur les bébés décapités, sur les femmes violées, sur les civils massacrés, etc., on fait une analyse très nuancée, bien entendu, dans le livre, très précise et factuelle, mais c'est très important que chacun ait cette documentation, soit en bouquin, soit quelques pages sur son téléphone, et pouvoir les montrer aux gens et lancer la discussion autour de ça. Et c'est très important aussi, on publie un livre qui va sortir bientôt de Saïd Bouamama, le manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, qui montre qu'en fait, Israël, c'est pas un phénomène isolé où les États-Unis et l'Europe seraient un peu impuissants à le contrôler, etc. En fait, Israël est une créature, d'abord de la Grande-Bretagne et de la France, puis des États-Unis, et est totalement dirigée depuis Washington, Londres et Paris. Et donc, si nous voulons que les choses changent, bien entendu, il faut viser Netanyahou, Israël, le boycott, etc. Mais il faut surtout viser les patrons, les parrains qui sont, comme je l'ai dit, à Washington, à l'Élysée et dans les grandes multinationales qui profitent de l'exploitation de la Palestine. Voilà, ça c'est les instruments qui me semblent importants pour se former et discuter. Et je pense qu'il est très très important qu'on le fasse collectivement. C'est-à-dire que vous le savez, vous avez l'expérience. Il y a des gens qu'on arrive à faire changer la vie, qu'on arrive à convaincre, d'autres moins. Parfois, ça prend du temps et il est très important que nous soyons efficaces et le plus intelligent possible dans la manière de faire ces discussions. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que bien entendu, les situations concrètes, dramatiques que vous avez montrées, le courage des Palestiniens, le courage de ces médecins, de ces soignants,
doit être montrée et les souffrances qu'on inflige avec notre argent, parce qu'Israël est payé avec notre argent, il est armé avec nos armes, et donc on a un pouvoir d'influence qui doit absolument s'exercer pour arrêter ça. Voilà, je pense que ça, c'est quelques recommandations que je pourrais faire sur notre rôle comme citoyen pour combattre la désinformation. Et peut-être que si c'est possible techniquement, on peut voir les expériences des gens qui sont dans la salle, les questions qu'ils auraient ou les problèmes qu'ils aimeraient poser, et qu'on peut en débattre encore quelques minutes. On va peut-être effectivement laisser la parole à une ou deux questions. En réalité, le temps des questions-réponses est prévu à la fin, mais je crois que vous êtes occupés le reste de la soirée. Donc, on va laisser la parole, du coup, s'il y a des personnes qui veulent bien rebondir sur ce qui a été dit. Je crois qu'il y a une question devant. Oui, j'ai une question ici. Bonsoir, je suis Dr Ahmed, je suis palestinien et je suis syrien. Je suis né de deux parents palestiniens qui sont partis de la Palestine où on a fait partir en 48. Et donc, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez un lien entre ce qui s'est passé en Syrie et en Palestine? Oui, je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient, ce sont les chapitres de la même histoire. S'il n'y avait pas de pétrole et de gaz au Moyen-Orient, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais à partir du moment où c'est la région qui produit la majeure partie des carburants nécessaires à l'économie occidentale, j'ai montré dans d'autres livres que c'est ça qui fait le malheur du Moyen-Orient et particulièrement de la Palestine. Les États-Unis ont frappé tous les gouvernements, tous les régimes, que ce soit des démocraties ou des dictatures, qui leur résistaient et qui avaient dans l'idée de garder la souveraineté, l'indépendance et d'utiliser le pétrole et le gaz au service de leur développement, de leur population et pas pour les multinationales, Exxon, Chevron, etc. Et donc, on a eu des coups d'État en Iran contre Mossadegh. On a eu la guerre provoquée entre l'Iran et l'Irak. On a eu la guerre à coups de médias mensonges contre Saddam Hussein, l'Irak et les armes de destruction massive. On a eu une guerre en réalité organisée par les États-Unis contre la Syrie. Et on a la guerre permanente que Israël mène, je le répète, pour le compte des États-Unis et de l'Europe contre la Palestine. Et évidemment, la Palestine, c'est la clé du problème parce que si le peuple palestinien reçoit enfin ses droits et son autodétermination, on aura au cœur du monde arabe et musulman un exemple de démocratie et de ce qu'on peut faire si la démocratie peut utiliser le pétrole et le gaz pour apporter le bien-être à toute la population et développer économiquement et socialement, etc. Donc c'est bien pour ça que les États-Unis et l'Europe qui les suit comme un petit chien malheureusement, c'est bien pour ça que chaque fois qu'un pays résiste, on veut le massacrer. C'est le cas de la Syrie, c'est le cas du Liban, c'est le cas de l'Irak et de l'Iran, ça a été en Libye. Et la Palestine, c'est tout le temps. Donc, c'est vraiment un combat global et vous avez raison de souligner. Et je pense qu'il faut que tout le monde se forme et qu'on soit capable de former autour de nous. Il faut, je pense, organiser des débats publics, des formations Zoom, des diffusions dans les réseaux sociaux, etc. Qu'on soit capable de se former. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis ont fait du Moyen-Orient? Pourquoi ils considèrent que ça leur appartient et que les Arabes, les musulmans n'ont absolument rien à décider? Je crois que ça, c'est vraiment un point de formation essentiel. Sur le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir face à la mobilisation et lutter contre la désinformation et justement corriger le narratif qui nous est proposé depuis ces 12 mois et plus. Et justement, est-ce que vous pensez que la mobilisation qu'on a vue sur les réseaux sociaux par les gens qui postent, qui relaient les initiatives, les articles de médias indépendants et les enquêtes a fait une différence? Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des personnes qui n'osent pas justement publier, partager, relayer les messages qui permettent finalement en fait de déconstruire les récits erronés qu'on nous propose et qui redonnent de l'espoir aux Palestiniens? On l'a vu parce que les différentes personnes qui sont allées à Gaza et qui en sont revenues et qui ont des contacts sur place nous disent que les Gazaouis voient ce qu'on poste, ce qu'on partage, et on peine malgré ça encore à convaincre les gens de passer le cap, de publier, de poster, de partager, d'en parler. Donc si vous avez des conseils à nous donner, on est preneurs. Merci.
Oui, écoutez, je crois que le problème que vous posez, il est tellement important que je vais dire en quelques mots là, mais il faudra qu'on continue et on approfondisse ça en échangeant nos expériences et en y réfléchissant, parce que là, vous venez de soulever la question la plus importante. Et voilà, prenez contact avec Daniel, on va bientôt faire des zooms, on va creuser ce point-là. Oui, c'est très important de montrer la puissance que nous avons en tant que citoyens. Je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces témoignages, d'abord des journalistes palestiniens qui, en risquant leur vie, on l'a bien vu, ont fait passer des images, s'il n'y avait pas eu beaucoup de gens sur les réseaux, des syndicalistes et des militants qui faisaient un travail d'information sur ce qui se passait vraiment à Gaza, l'affaire aurait été encore beaucoup plus enterrée, on n'en parlerait pas du tout. Donc je pense que c'est grâce à l'information citoyenne et indépendante sur Internet que le débat est quand même lancé. Et quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous parce qu'ils pensent que le Hamas, les bébés décapités, ces histoires-là, il y a quand même un malaise, une curiosité, oui, une volonté de comprendre et d'aller plus loin. Et je crois que les conseils à donner, c'est de vraiment en parler autour de soi. C'est pour ça que je disais, on va proposer cette idée 1 égale 10. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous peut décider, voilà, je vais parler à 10 personnes, pas des gens qui sont déjà convaincus, bien entendu, mais des gens qui sont hésitants ou qui ont des préjugés ou même d'un avis opposé, c'est très important. Je vais parler à 10 personnes, je vais me faire une liste, je vais préparer ces discussions, je vais réfléchir. Et vous avez dit, bon, il y a des gens qui ont peur d'aller sur les réseaux, il y a des gens qui ont peur de dire tout ce qu'ils en pensent. Et par rapport à ce problème-là, c'est clair que c'est pas facile de parler sur le 7 octobre. Et un des livres dont j'ai parlé me semble peut-être aider pour ça. C'est le livre que j'ai fait avec Jean-Pierre Boucher, Israël, les 100 pires citations, c'est-à-dire que là, la parole est donnée uniquement aux fondateurs, aux dirigeants et aux grands stratèges d'Israël dans toutes les époques. Et donc là, on ne peut pas vous dire, oui, tu es antisémite, tu es arabe, alors tu es suspect, etc., puisque c'est les sionistes eux-mêmes qui le disent. Et c'est des citations à tomber par terre, parce que c'est vraiment très, très brutal. On va chasser les Arabes pas de force, on ne va pas leur donner du travail, on va les plonger dans la misère, on va en massacrer pour les faire partir les autres. Tout est dit là-dedans. Donc je crois que ça, c'est un peu le kit qui permettra de discuter avec les cas les plus difficiles. Et voilà, si vous n'avez rien inventé, vous donnez juste la parole à des dirigeants d'Israël. Mais je pense que, comme je le disais, il faut se former, il faut échanger les expériences, et c'est ça le sens du mouvement que on va proposer, que pendant les mois là qui viennent, septembre, octobre, novembre, on décide, voilà, on va lancer une grande opération, une grande campagne de réinformation et de débat, et ça implique aussi, je pense, d'interpeller des journalistes, soit des journalistes qui ont dit ou montré des choses fausses, soit des journalistes qui ne sont pas là-dedans, mais à qui on pourrait demander de peser eux-mêmes dans les rédactions et d'interpeller. Je crois aussi qu'il faut proposer des débats aux gens des grandes télés, aux grands journalistes, en disant vous avez dit ça et ça, mais beaucoup de gens pensent que ça doit être vérifié, que c'est faux. Et donc je crois que on doit vraiment s'organiser de ce point de vue-là. Et je proposerais aussi, groupez-vous à quelques-uns, faites des petites réunions, échangez vos expériences, et on sera évidemment beaucoup plus efficace si on peut justement s'appuyer sur les expériences des uns et des autres. Voilà ce que je proposerais. Oui, bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier pour cet exposé. C'est vrai qu'on entend rarement parler du 7 octobre de cette manière. Moi, je m'appelle Salim, je suis infirmier. Et je voulais juste rebondir sur le parallèle qui a été fait avec la Syrie. C'est vrai que moi, en tant que soignant, et on a des humanitaires autour de nous, on voit plus le parallèle entre la stratégie du chaos de Bachar et celle d'Israël, le fait de cibler des hôpitaux, des ambulances. Donc, ça aurait été plus intéressant pour moi de parler de ce parallèle-là, de destruction. Et cette stratégie du chaos plutôt que de parler de Bachar qui résiste. Mais sur le reste, sur la Palestine, je vous remercie pour vos propos. On aura l'occasion d'en reparler. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, Monsieur Collomb. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, encore une fois, qui a été manifestement très appréciée au vu des applaudissements. On est dans les temps, donc on va pouvoir passer à la suite de la conférence, si vous le voulez bien. Merci encore une fois pour votre rapport très éclaircissant. Avec plaisir.
Et je vous Et souhaite à une prochaine fois, on espère. je vous souhaite un grand succès dans votre action magnifique. Merci, vous de même. Au revoir. Parce qu'Israël est payé avec notre argent, il est armé avec nos armes, et donc on a un pouvoir d'influence qui doit absolument s'exercer pour arrêter ça. Voilà, je pense que ça, c'est quelques recommandations que je pourrais faire sur notre rôle comme citoyen pour combattre la désinformation, et peut-être que si c'est possible techniquement, on peut voir les expériences des gens qui sont dans la salle, les questions qu'ils auraient ou les problèmes qu'ils aimeraient poser, et qu'on peut en débattre encore quelques minutes. On va peut-être effectivement laisser la parole à une ou deux questions. En réalité, le temps des questions-réponses est prévu à la fin, mais je crois que vous êtes occupés le reste de la soirée. Donc, on va laisser la parole, du coup, s'il y a des personnes qui veulent bien rebondir sur ce qui a été dit. Je crois qu'il y a une question devant. Oui, j'ai une question ici. Bonsoir, je suis Dr Ahmed, je suis palestinien et je suis syrien. Je suis né de deux parents palestiniens qui sont partis de la Palestine où on a fait partir en 48. Et donc, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez un lien entre ce qui s'est passé en Syrie et en Palestine? Oui, je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient, ce sont les chapitres de la même histoire. S'il n'y avait pas de pétrole et de gaz au Moyen-Orient, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Mais à partir du moment où c'est la région qui produit la majeure partie des carburants nécessaires à l'économie occidentale, j'ai montré dans d'autres livres que c'est ça qui fait le malheur du Moyen-Orient et particulièrement de la Palestine. Les États-Unis ont frappé tous les gouvernements, tous les régimes, que ce soit des démocraties ou des dictatures, qui leur résistaient et qui avaient dans l'idée de garder la souveraineté, l'indépendance et d'utiliser le pétrole et le gaz au service de leur développement, de leur population, et pas pour les multinationales, Exxon, Chevron, etc. Et donc, on a eu des coups d'État en Iran contre Mossadegh. On a eu la guerre provoquée entre l'Iran et l'Irak. On a eu la guerre à coups de médias mensonges contre Saddam Hussein, l'Irak et les armes de destruction massive. On a eu une guerre en réalité organisée par les États-Unis contre la Syrie. Et on a la guerre permanente que Israël mène, je le répète, pour le compte des États-Unis et de l'Europe, contre la Palestine. Et évidemment, la Palestine, c'est la clé du problème, parce que si le peuple palestinien reçoit enfin ses droits et son autodétermination, on aura au cœur du monde arabe et musulman un exemple de démocratie et de ce qu'on peut faire si la démocratie peut utiliser le pétrole et le gaz pour apporter le bien-être à toute la population et développer économiquement et socialement, etc. Donc c'est bien pour ça que les États-Unis et l'Europe, qui les suit comme un petit chien malheureusement, c'est bien pour ça que chaque fois qu'un pays résiste, on veut le massacrer. C'est le cas de la Syrie, c'est le cas du Liban, c'est le cas de l'Irak et de l'Iran, ça a été en Libye. Et la Palestine, c'est tout le temps. Donc, c'est vraiment un combat global et vous avez raison de souligner. Et je pense qu'il faut que tout le monde se forme et qu'on soit capable de former autour de nous. Il faut, je pense, organiser des débats publics, des formations Zoom, des diffusions dans les réseaux sociaux, etc. Qu'on soit capable de se former. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis ont fait du Moyen-Orient? Pourquoi ils considèrent que ça leur appartient et que les Arabes, les musulmans n'ont absolument rien à décider? Je crois que ça, c'est vraiment un point de formation essentiel. Sur le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir face à la mobilisation et lutter contre la désinformation et justement corriger le narratif qui nous est proposé depuis ces 12 mois et plus. Et justement, est-ce que vous pensez que la mobilisation qu'on a vue sur les réseaux sociaux par les gens qui postent, qui relaient les initiatives, les articles de médias indépendants et les enquêtes a fait une différence? Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des personnes qui n'osent pas justement publier, partager, relayer les messages qui permettent finalement en fait de déconstruire les récits erronés qu'on nous propose et qui redonnent de l'espoir aux Palestiniens? On l'a vu parce que les différentes personnes qui sont allées à Gaza et qui en sont revenues et qui ont des contacts sur place nous disent que les Gazaouis voient ce qu'on poste, ce qu'on partage, et on peine malgré ça encore à convaincre les gens de passer le cap, de publier, de poster, de partager, d'en parler. Donc si vous avez des conseils à nous donner, on est preneurs. Merci.
Oui, écoutez, je crois que le problème que vous posez, il est tellement important que je vais dire en quelques mots là, mais il faudra qu'on continue et on approfondisse ça en échangeant nos expériences et en y réfléchissant, parce que là, vous venez de soulever la question la plus importante. Et voilà, prenez contact avec Daniel, on va bientôt faire des zooms, on va creuser ce point-là. Oui, c'est très important de montrer la puissance que nous avons en tant que citoyens. Je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces témoignages, d'abord des journalistes palestiniens qui, en risquant leur vie, on l'a bien vu, ont fait passer des images, s'il n'y avait pas eu beaucoup de gens sur les réseaux, des syndicalistes et des militants qui faisaient un travail d'information sur ce qui se passait vraiment à Gaza, l'affaire aurait été encore beaucoup plus enterrée, on n'en parlerait pas du tout. Donc je pense que c'est grâce à l'information citoyenne et indépendante sur Internet que le débat est quand même lancé. Et quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous parce qu'ils pensent que le Hamas, les bébés décapités, ces histoires-là, il y a quand même un malaise, une curiosité, oui, une volonté de comprendre et d'aller plus loin. Et je crois que les conseils à donner, c'est de vraiment en parler autour de soi. C'est pour ça que je disais, on va proposer cette idée 1 égale 10. Chacun d'entre nous, chacune d'entre nous peut décider, voilà, je vais parler à 10 personnes, pas des gens qui sont déjà convaincus, bien entendu, mais des gens qui sont hésitants ou qui ont des préjugés ou même d'un avis opposé, c'est très important. Je vais parler à 10 personnes, je vais me faire une liste, je vais préparer ces discussions, je vais réfléchir. Et vous avez dit, bon, il y a des gens qui ont peur d'aller sur les réseaux, il y a des gens qui ont peur de dire tout ce qu'ils en pensent. Et par rapport à ce problème-là, c'est clair que c'est pas facile de parler sur le 7 octobre. Et un des livres dont j'ai parlé me semble peut-être aider pour ça. C'est le livre que j'ai fait avec Jean-Pierre Boucher, Israël, les 100 pires citations, c'est-à-dire que là, la parole est donnée uniquement aux fondateurs, aux dirigeants et aux grands stratèges d'Israël dans toutes les époques. Et donc là, on ne peut pas vous dire, oui, tu es antisémite, tu es arabe, alors tu es suspect, etc., puisque c'est les sionistes eux-mêmes qui le disent. Et c'est des citations à tomber par terre, parce que c'est vraiment très, très brutal. On va chasser les Arabes pas de force, on ne va pas leur donner du travail, on va les plonger dans la misère, on va en massacrer pour les faire partir les autres. Tout est dit là-dedans. Donc je crois que ça, c'est un peu le kit qui permettra de discuter avec les cas les plus difficiles. Et voilà, si vous n'avez rien inventé, vous donnez juste la parole à des dirigeants d'Israël. Mais je pense que, comme je le disais, il faut se former, il faut échanger les expériences, et c'est ça le sens du mouvement que on va proposer, que pendant les mois là qui viennent, septembre, octobre, novembre, on décide, voilà, on va lancer une grande opération, une grande campagne de réinformation et de débat, et ça implique aussi, je pense, d'interpeller des journalistes, soit des journalistes qui ont dit ou montré des choses fausses, soit des journalistes qui ne sont pas là-dedans, mais à qui on pourrait demander de peser eux-mêmes dans les rédactions et d'interpeller. Je crois aussi qu'il faut proposer des débats aux gens des grandes télés, aux grands journalistes, en disant vous avez dit ça et ça, mais beaucoup de gens pensent que ça doit être vérifié, que c'est faux. Et donc je crois qu'on doit vraiment s'organiser de ce point de vue-là, et je proposerai aussi, groupez-vous à quelques-uns, faites des petites réunions, échangez vos expériences, et on sera évidemment beaucoup plus efficace si on peut justement s'appuyer sur les expériences des uns et des autres. Voilà ce que je proposerais. Oui, bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier pour cet exposé. C'est vrai qu'on entend rarement parler du 7 octobre de cette manière. Moi, je m'appelle Salim, je suis infirmier. Et je voulais juste rebondir sur le parallèle qui a été fait avec la Syrie. C'est vrai que moi, en tant que soignant, et on a des humanitaires autour de nous, on voit plus le parallèle entre la stratégie du chaos de Bachar et celle d'Israël, le fait de cibler des hôpitaux, des ambulances. Donc ça aurait été plus intéressant pour moi de parler de ce parallèle-là, de destruction. Et cette stratégie du chaos plutôt que de parler de Bachar qui résiste. Mais sur le reste, sur la Palestine, je vous remercie pour vos propos. On aura l'occasion d'en reparler. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, Monsieur Collomb. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, encore une fois, qui a été manifestement très appréciée au vu des applaudissements. On est dans les temps, donc on va pouvoir passer à la suite de la conférence, si vous le voulez bien. Merci encore une fois pour votre rapport très éclaircissant. Avec plaisir.
Et je vous Et souhaite, à une prochaine fois, on espère. je vous souhaite un grand succès dans votre action magnifique. Merci vous de même. Au revoir.